bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de présenter une fois de plus Claude, et cité souvent ici dans le cadre de l'AEB, soit en roman, soit en recueil de poèmes. Et pour cette année, c'est le 5e roman de Claude, qui paraît chez M&O, chez Gérard Adam, qui est paru en 2024. Et c'est vrai, notre présidente l'a dit, la presse a été élogieuse, et c'est un plaisir de lire une œuvre romanesque qui est de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que j'en viens à cette première question. Tu es passé de la poésie, tu as rédigé, publié nombre de recueils, et puis un beau jour, s'est dessinée une autre voie, celle du roman. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose de ce passage qui sans doute a été une étape importante pour toi, parce qu'on passe d'un genre à l'autre? Oui, merci. Merci d'abord de m'accueillir. Mais ce passage n'a pas vraiment été un passage, puisque je continue à faire de la poésie. Donc c'est plutôt des allers-retours. La poésie étant tout le temps étant en continuité, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on renonce à écrire de la poésie. On écrit de la poésie tous les jours, pratiquement, ce qui ne veut pas dire que tout est publié. Bon, voilà. Le roman, c'est autre chose, et je dois dire que je suis venu à l'écriture dans ma tête et puis avec un stylo, d'abord vers le récit, vers la narration, plutôt que la poésie. La poésie est arrivée vers peut-être entre 20 et 30 ans. J'ai commencé vraiment à écrire de la poésie, alors que j'écrivais déjà pas mal de contes et de petites choses bien avant. Donc la narration. Après, pourquoi est-ce que d'abord la poésie s'est imposée? Donc je redis déjà que j'écris les deux depuis très longtemps, et que la poésie, même si elle n'avait pas été éditée un jour, j'aurais continué à en écrire. Donc c'est pas ça le problème. Mais disons que quand j'ai rencontré Mimi Kiné au début des années 90, c'est elle qui, bon, voilà, a vu mes textes poétiques, et on est parti comme ça. Et je suis arrivé à l'Arbre à Parole à l'époque, un peu par hasard, parce que venant de la steppe, c'est-à-dire qu'au-delà d'un mur, on entre dans des endroits beaucoup plus aujourd'hui, parce que Internet est quand même miraculeux pour ça, mais à une époque, les nouvelles arrivaient là-bas, que tout était passé. Donc on lisait dans Le Soir ou dans Vers l'avenir qu'il s'était passé quelque chose à Bruxelles. Nous, on ne le savait pas. Et donc, forcément, le fait d'être arrivé à l'Arbre à Parole un peu par hasard, a fait que j'ai été édité en poésie. Donc voilà. Alors pour le roman, par contre, là, c'était vraiment plus fou, parce que d'abord, j'en avais pas écrit, j'écrivais des nouvelles, et déjà, quand on écrivait des nouvelles, en faire un recueil pour l'envoyer où? Voilà. De nouveau, c'était un peu le... Donc, résultat, il y en a beaucoup, ils sont passés dans les tiroirs, et puis voilà. Donc, alors, le roman, il est arrivé quand j'ai eu le courage de m'y atteler vraiment, entre les piles de correction, les enfants, etc. Voilà, j'ai trouvé un moment l'envie d'écrire, et ça a été le premier roman que j'ai envoyé à Gérard, parce que j'en avais entendu du bien, et parce qu'on m'a dit, oui, il le lira. Donc, s'il ne le veut pas, il ne le veut pas, mais il le lira. Et donc, je l'ai envoyé. Voilà, c'est comme ça que c'était. Et puis après, une fois que... Voilà, maintenant j'écris, je vais de l'un à l'autre tout le temps, voilà, parce qu'il y a peu de piles de correction. Oui, ça change beaucoup. Voilà. Alors ici, bon, c'est un roman qui poursuit le travail de recherche des 4 précédents, mais il me semble plus complexe, Ozanne. Ouais. Il me semble plus complexe et plus grave dans le ton et dans la construction aussi du récit. Oui, dans le ton sûrement, et puis dans le sujet, puisque le précédent, qui est quand même donc L'heure des olives, lui racontait l'histoire d'un homme qui simule un burn-out.
Donc, ça ferait plaisir au gouvernement qui est actuel. Donc, on dirait un faux malade, quoi. Donc, ça part sur ce principe-là. Et puis après, il s'approprie le manuscrit de son père. Enfin, c'est un petit peu rocambolesque comme ça. Alors que ceci, c'est un sujet tout à fait différent, puisqu'il s'agit quand même de parler de Ravensbrück et de parler de la déportation. Et donc, oui, forcément, ça sera, le ton est plus grave. Le ton est plus grave. Et alors, il y a toute la construction, parce qu'il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent. Il y a plusieurs narrateurs. Il y a tout un travail de composition, comme une mosaïque qui va, en fin de parcours, révéler toutes les significations. Oui, c'est-à-dire, bon, ça part sur un problème quand même de mémoire. Donc là, on peut jouer sur l'ambiguïté, la mémoire, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant cette période-là, et en même temps, il y a un personnage qui perd la mémoire, donc d'une certaine manière, il y a l'amnésie, et en même temps, donc on joue là-dessus, et forcément, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de cette femme qui se retrouve près du lac Baïkal, dont on ne sait pas trop, hein, c'est une dame d'un certain âge qui a perdu son mari, qui est près du lac Baïkal, et puis bon, voilà, il va se passer des choses dans sa tête, et puis en même temps, on se retrouve dans les années 40, au bord de la Meuse, avec une autre jeune fille qui va terminer, qui va être déportée à Ravensbrück. Et ça part quand même d'un fait réel. Je l'explique d'ailleurs en note après le roman. C'est l'histoire, je vais dire, la partie, je vais dire, qui se passe à Ravensbrück, c'est l'histoire de la tante de mon épouse, qui avait 20 ans à l'époque et qui a été déportée pour fait de résistance et qui malheureusement est décédée là-bas. Mais on ne sait pas trop, c'est pour ça que c'était intéressant d'en faire un personnage de roman, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle faisait dans la résistance, mais elle y était. On ne sait pas, ses parents eux-mêmes n'étaient pas trop au courant de ce qu'elle faisait. Est-ce que c'est du renseignement, est-ce que c'est de la transmission? Oui, on sait probablement qu'elle apportait des messages à gauche et à droite. La manière dont elle s'est fait capturer, ça on le sait, c'est vraiment ça, c'est clair. Tout ce qui se passe à Dinan, à Namur, etc., là, on le sait parce qu'il y a des écrits, il y a des traces dans le cachot. Il y a encore un cachot à Dinan, d'ailleurs, qu'on peut voir, où on voit des traces de ce que les gens ont laissé gravé sur les murs. Et puis, après, une fois qu'elle est à Ravensbrück, on sait que, par 2 ou 3 personnes qui sont revenues, voilà, elle a dû faire certaines choses. Par exemple, on sait qu'elle pousse des wagonnets à un moment, etc., qu'elle se blesse, tout ça, on le sait. Mais après, la manière dont elle va décéder, on ne le sait pas. Et donc, après, il y a une chape de plomb qui est tombée sur la famille, parce que moi, quand je suis arrivé dans cette famille, évidemment, je suis arrivé un peu tard, et il y avait déjà des témoins qui étaient décédés, enfin des parents, et il n'y a pas moyen de les interroger. Les autres n'avaient pas osé les interroger, parce que tout le monde s'était fermé, la famille s'était refermée après, et donc forcément, j'ai pu inventer ce que je voulais à propos de ça. Voilà. Tu as pu inventer, combler les blancs, les vides voilà, du véritable récit, voilà. et faire ce qui est magnifique, 2 portraits de femmes. L'une s'appelle Blanche, oui. L'autre s'appelle Ozanne, oui. Et elle donne le titre au volume. Puisque tu as évoqué Ravensbrück, il y a ici, dans le chapitre 23, donc c'est Blanche qui parle. Ravensbrück, Allemagne, 22 octobre 1944. Simona m'inquiète, elle tousse depuis des semaines, et la nuit j'entends ses bronches siffler. Depuis notre arrivée, elle me fuit, sans doute persuadée que je la soupçonne d'avoir parlé. Et c'est vrai que je l'ai pensé dans le cachot du couvent. À chaud, après la torture. Ici, cela n'a plus d'importance. Nous tentons toutes de survivre un jour de plus. Aucune, quoi qu'elle ait fait, ne mérite d'être ici. Nous n'étions pas du bon côté de la ligne, c'est tout. De simples femmes avec un ventre pour avoir des enfants et des seins pour les nourrir, avec des mains pour travailler et pour aimer, et puis des rêves à tapisser le ciel, à remplir toutes les mers. J'ai tenté de le dire à Simona. Elle n'a pas souri. Seule réponse, son regard couleur charbon, celui qu'elle me jetait à l'école quand je jouais avec une autre qu'elle. Ozanne m'a confié les paroles de Simona,
un soir, au retour du travail. Blanche n'a jamais aimé les Italiens. Elle se servait de nous. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes devenus amis. Et voilà, on est plongé directement, et le mot qui suit, c'est « nos chalis sont proches ». Et donc on est plongé directement par la description, par le témoignage, dans cet univers de Ravensbrück. Donc c'est un univers terrible, bon, tu en as déjà dit quelques mots, et c'est, je trouve, un des aspects aussi du roman qui est important, c'est tout le travail de documentation qui a prévalu pour arriver à ce genre de témoignage et ce genre de description. Oui, oui, bien sûr. Oui, Alors, oui. bon, est-ce que tu peux parler un peu de cette préparation d'un roman complexe et sur base de faits historiques? Oui, ben c'était, je veux dire, la plus grosse partie du travail. Quand la documentation a été terminée, l'écriture est allée, enfin, dire assez vite. On se comprend, mais c'est l'histoire dont je l'avais en tête. Mais alors, Ravensbrück, ben, il ne s'agissait quand même pas d'aller dire n'importe quoi. Or, c'est un camp. C'est un camp de femmes, hein, il faut bien le dire, même s'il y avait quelques hommes, hein, il n'y avait pas que des femmes, mais 80-90% du camp, c'était des femmes. Ça avait été voulu par Himmler. Himmler, dès le début de la création des camps, a voulu que Ravensbrück soit un camp de femmes uniquement, pour un certain type de main-d'œuvre, et aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il avait un fantasme? C'était un type tellement tordu qu'on ne sait pas trop exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est pratiquement le seul camp où il n'y a que des femmes. Et alors, étonnamment, mais c'est comme toujours quand il s'agit de la femme, un petit peu moins maintenant, mais on a toujours occulté beaucoup de choses comme ça, on a beaucoup plus parlé d'autres camps que de celui-là, mais il y a quand même pas mal de témoignages de femmes rescapées qui ont été enregistrés principalement dans les années 60, et donc j'ai visionné tout ce que je pouvais, j'ai lu tout ce que je pouvais aussi, et alors, petit à petit, on se décante un petit peu l'image du camp, un camp très particulier, avec une grande allée, avec du mâche-fer, et donc quand le soleil tombe dessus, on a l'impression qu'on l'appelait l'avenue des Lumières, de Lumière, parce que c'était vraiment brillant. À l'entrée du camp, il y a une cage avec des animaux exotiques, voilà, c'est absolument, absolument dingue. L'entrée du camp, on a le portique, mais c'est pas comme Auschwitz, il y a des bâtiments juste à côté qui sont avec des couleurs relativement, oui, des belles couleurs, du vert entre autres, et donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et les baraquements sont bien agencés, il y a cette immense Platz, comme il appelle, pour l'appel, et petit à petit, j'ai commencé à visualiser vraiment, vraiment comme je pouvais le camp. Mais ce que je voulais surtout, c'est que les personnages qui interviennent en dehors des miens soient des personnages vraiment réels. Donc, le chef du camp, etc., ce qu'il faisait, les médecins, donc tous les noms sont les noms. Ce qu'il faisait, je l'ai lu ou je l'ai entendu dire en recoupant plusieurs témoignages, mais qui étaient vraiment souvent dans la même direction. Voilà, et donc il y avait d'ailleurs un personnage très intéressant qui est donc j'en parle dans le roman, mais je ne m'attarde pas nécessairement dessus. C'est une doctoresse, la doctoresse Oberhauser, qui est Hertha Oberhauser, qui est une dame un peu étonnante parce qu'elle est arrivée dans le camp par hasard. Elle n'a pas voulu venir là. Elle s'est trouvée sous les ordres du docteur Gebhardt, qui est celui qui a fait des expérimentations horribles. On parle toujours de Mengele, mais celui-là, c'est vraiment épouvantable ce qu'il a fait, notamment au niveau gynécologique. Et donc, cette doctoresse, elle vient du cœur de l'Allemagne, elle est docteur, et elle vient là parce que les salaires sont intéressants. Elle ne sait pas ce qu'on y fait exactement. Et elle arrive là, et elle se trouve avec uniquement des hommes, pratiquement. Et tout de suite, elle est étonnante, elle est étonnée qu'on la mette sur un piédestal quelque part. Et donc, pour une fois, elle est reconnue. Et alors, elle, qui est quand même, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine humanité dans cette femme, elle va complètement virer sa cutie et elle va devenir vraiment épouvantable. Et au point que ce sont des gens qui faisaient des expérimentations, par exemple. On appelait, il y a d'ailleurs des gens qui étaient là au Revier, donc aux fameux, à l'infirmerie. Eh bien, il y avait des dames qu'on appelait les lapins. On les appelait les lapins parce qu'ils sautillaient
même quand on a libéré le camp, on a vu ces femmes qui sautillaient parce qu'on leur avait tellement détruit les jambes qu'elles ne savaient plus marcher normalement. Et pourquoi on faisait ça? Ils faisaient des plaies, par exemple, ils ouvraient des plaies et ils mettaient toutes sortes de choses dedans, de la terre, toutes sortes de choses comme ça, pour expérimenter la manière de pouvoir les guérir. On cherchait les antibiotiques, on cherchait des choses comme ça. Et donc, pour le front de l'Est, donc on essayait de trouver des médicaments qui puissent soulager sous la pression de l'état-major allemand, et entre autres des SS, de Hitler, de Himmler, tout ça, qui voulaient des résultats. Et donc, ils ont estropié des tas de femmes comme ça, uniquement, qui sont mortes dans des souffrances épouvantables, ou bien qui sont rescapées, mais qui ont, pour toute leur vie, marché de manière incroyable. On les appelait les lapins. C'est absolument dingue. Voilà, donc oui, je me suis bien documenté. Je suis resté pratiquement un an et demi à chercher, tout en faisant d'autres choses. Et j'accumulais des carnets avec des notes. Voilà. Oui, parce que tu dis il y a tout le travail autour de Ravensbrück, mais pas uniquement, parce que je pense à toute la partie sibérienne. Il y a toutes les précisions quasi ethnographiques qui nous révèlent une Sibérie qu'on sent, qu'on perçoit et par toute une série de détails, quoi. Oui, mais moi, ça, j'étais intéressé. La Sibérie, c'est toujours je n'y suis jamais allé, mais j'étais vraiment intéressé, et donc j'ai toujours visionné beaucoup de choses qui seraient. Bon, maintenant avec la télé, on a des possibilités incroyables. Je voudrais presque dire qu'on voit presque mieux parfois à la télé qu'on ne le ferait sur place. Hein, il y a des drones qui survolent ceci, cela, et donc de nouveau en lisant beaucoup et en regardant beaucoup, on parvient à entrer. Puis j'étais passionné du livre de Sylvain Tesson, qui se passe d'ailleurs quand il passe dans sa cabane auprès du Baïkal. Donc là, le ressenti de Tesson faisait que quelque part, ça évoquait des échos dans ma tête, quoi. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la faune qu'il y a dans le lac Baïkal, que je ne connaissais pas du tout. Et donc là, quand on commence, on trouve par exemple toutes sortes d'animaux qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Tout simplement. C'est une sorte de mer intérieure. Et cette précision, je dirais, des lieux, qu'elle soit ethnographique ou concernant les personnages, traverse tous les espaces. Parce que, on part de Dinan, on passe par Namur, on va se retrouver à Ravensbrück, puis une grande partie du récit se passe en Sibérie. Donc, il y a là tout un travail aussi de construction d'un naturalisme qui puisse donner au lecteur cette impression de vrai. Et je crois que aussi la construction du temps, parce que on va des années 40 jusqu'à 2015. Oui. Et donc on traverse différentes époques sans que ça apparaisse artificiel. Je pourrais dire un peu ce qu'il en est, puisqu'il y a les années 40, bien sûr, il y a les années 2000 et jusqu'à 2015. Oui, disons que oui, on traverse les époques, mais c'est pas vraiment un roman dans lequel on traverse en ayant des étapes où on devrait par exemple citer ce qui s'est passé dans les années 80, les années 90, dans les années... Non, ici ce qui se passe, on a une dame qui a vécu toute sa vie, toute une partie de sa vie sans le savoir, en Sibérie, au bord d'un lac, dans une petite ville. Enfin, elle est vraiment dans un hameau, elle, mais tout près de Lysvianka, et donc elle n'a pas vraiment vu grand-chose. Donc, même au niveau politique, son mari, etc., ils ont bien vu, il y a des gens qui viennent, il y a un certain Glebov qui est un commandant, un style KGB, etc. On voit bien que tous ces gens-là interviennent, mais ils sont tellement loin là-bas en Sibérie, parce que c'est quand même là-bas que les goulags se trouvaient, donc on envoyait bien les gens bien loin, enfin les goulags pas spécialement près du lac Baïkal, et donc, quelque part, elle ne s'est jamais vraiment intéressée à ce qui se passait à la tête à Moscou, etc. C'est le bout du monde. Donc on traverse les époques, mais pas vraiment en s'enracinant sur chaque période, quoi. Et quand tu parles de 2015, c'est parce que c'est le fils qui va raconter l'histoire. Donc en réalité, c'est plutôt 2002 qu'on est de ce côté-là. Voilà. Oui. Mais il faudrait parler de Sacha aussi. Voilà. Okay. Donc c'est toute une construction qui s'est faite en puzzle, parce que moi j'écris toujours sans savoir où je vais. Donc
D'ailleurs, Gérard peut me le reprocher parfois que je m'éparpille, mais c'est vrai, j'ai tendance à ne pas savoir où je vais aller. J'ai pas de structure préétablie. J'ai pas de plan. Donc, j'ai été content l'autre jour d'entendre que j'étais pas le seul, parce que souvent je me dis, oui, les vrais écrivains, ils doivent sûrement faire des plans, des choses magnifiques. Et ben, moi, à chaque fois que j'en ai fait un, je n'ai jamais suivi. Et donc, je suis le personnage, et puis je passe de l'un à l'autre, et puis voilà. Oui, ici il y a vraiment alternance. Bon, on passe de Blanche. Oui, mais c'était assez facile Blanche, ici, hein, puisque j'avais les deux possibilités. Ouais. Il y a tout le travail aussi autour des personnages, bon, qui révèlent des aspects très très importants. Bon, pas uniquement de leur arrestation, de la déportation, de tout ce qu'ils ont pu vivre à Ravensbrück, mais il y a vraiment cette construction des personnages de Blanche et de Zan et de tout le contexte concentrationnaire. Il y a une grande richesse psychologique autour des personnages. Ben merci de me le dire. Ben, j'essaye toujours que les personnages aient quand même, en tout cas pour le lecteur, que le lecteur puisse voir un personnage qui est réel quelque part et pas quelque chose qui soit uniquement très 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 flou comme ça. Plaqué. Voilà, oui. Un personnage. Enfin, quand j'étais prof et que on discutait avec les étudiants, je disais toujours, quand vous voulez créer un personnage, vous devez savoir si je sais pas moi, s'il aime le choco sur sa tartine ou le miel, quel tic il peut avoir, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il aime porter comme vêtements, comment il se met pour dormir, et tout ça, ça c'est uniquement extérieur. Alors dans sa tête, comment il pense? Est-ce qu'il est entier? Est-ce qu'il a tout le monde a des failles dans tous les coins. Donc est-ce que les failles on les voit? Est-ce qu'il les révèle? Est-ce qu'il les révèle pas? Est-ce qu'il a des désirs secrets? Celui qui n'en a pas, à mon avis, il n'est pas vraiment humain. On a toujours des choses qui sont une face cachée de la personne, même si ce qu'on donne vers l'extérieur n'est pas exactement ce que nous on est dans notre propre tête, hein, quand on tourne à l'intérieur. Donc voilà, donc oui, j'essaye qu'il y ait une certaine psychologie. Et d'autant plus ici, c'est le cas dans tous les romans, mais ici j'avais quand même 2 personnages de femmes, et jusqu'à nouvel ordre, j'en suis pas une. Donc, c'est pas facile. C'est par l'observation des autres, en discutant avec les femmes et en essayant, en les lisant, voilà, qu'on essaye de se dire, tiens, elle va peut-être réagir comme ça, elle va peut-être penser ça. Et puis, bon, on peut parfois se planter aussi en disant, bah non, une femme ne penserait jamais ça. Quoi. Voilà. Et c'est une construction progressive, puisque, bon, pour que le lecteur soit emballé jusqu'à la fin et ne soit pas au courant parce qu'il y a quand même un éclairage qui se fait dans les derniers chapitres. Et bon, mais tu maintiens un mystère quand même assez longtemps dans le récit, sur la nature, l'identité des personnages, et bon, ce qu'elles ont pu, puisque ce sont deux femmes, ce qu'elles ont pu vivre dans ce passé et dans ce problème de mémoire, puisque l'une est atteinte d'amnésie. Oui. Bon. Oui, et le fait qu'elle soit amnésique, évidemment, après, ça peut faire comprendre beaucoup de choses, quoi. Mais oui, donc ça permet de créer aussi des souvenirs qui n'en sont pas, hein, d'une certaine manière. Oui, oui. Et puis bon, d'avoir une interprétation par l'autre personnage, et puis ce personnage Ozan qui essaye qui est traversé de flash comme ça, et qui essaye de se rappeler ce qu'elle ignore complètement, parce que c'est pour elle, ce qu'elle se rappelle, c'est presque du nouveau. Oui. Il faut quand même qu'il y ait un fait divers. Oui. Ah oui, c'est le... Tu peux peut-être lire le passage? L'ours, c'est dès le début, ça, qu'elle en c'est quand même... Ah oui, ce passage-là, oui. Oui, oui. S'il te plaît, c'est le chapitre 30. Oui. Donc, on est à Tricresta le 11 mai 2000. Le soleil traverse l'Isba, le printemps campe sous le lac depuis près d'une semaine. Sacha boit son thé. La même moue, je le revois enfant avec ses mèches blondes et ses lunettes d'écaille. Il porte des lentilles maintenant, cela change son visage. Ce policier qui t'a emprisonné, il est revenu. Sacha ne digère pas ma nouille en cellule. On ne met pas une personne âgée derrière les barreaux. Oui, mais ne t'inquiète plus, tout va bien. Foka Barichev a quitté notre cabane. Pour aller où, je l'ignore. Dans
elle surnomme le fameux Glebov qui arrive dans Plastique, mais ici, elle ne le dit pas. Glebov n'a plus de raison de me poursuivre. Je suppose qu'il garde un œil dans le coin au cas où son fugitif reviendrait, c'est tout. J'espère bien, sinon je t'emmène chez nous le temps que tout se tasse. C'est gentil, mais non, tu as vu, le printemps est là. Sacha est arrivé hier dans un véhicule de location avec sa valise à roulettes et l'intention de me convaincre. Il me voit bien dans un appartement près du sien. Moi, Moscou, c'est comme s'il voulait me mettre en cage. Je suis une vraie sibérienne. Et puis le problème est ailleurs et je devrais bien l'aborder avec mon fils, lui dire qui est réellement sa mère. J'ai un peu de temps devant moi, Sacha reste 5 jours. Il reprend du thé. Je le trouve détendu, plus jeune que l'année dernière quand j'avais passé Noël chez eux. Nadia semblait épuisée. Comme la plupart aujourd'hui, ils travaillent trop. Ilia et moi, nous avons beaucoup travaillé, mais cela faisait partie de notre vie. Les jeunes semblent vidés de leur substance, comme si on aspirait l'existence dans leurs veines. Sacha multiplie ses activités de chercheur à l'université pour des entreprises privées, quand Nadia travaille dans l'immobilier et donne des leçons de piano. Ils sont débordés et doivent jongler avec le temps pour s'occuper de mes petites filles. Je sais qu'ils aimeraient m'avoir sous la main pour Anna et Carolina. L'adolescence n'est pas l'époque la plus facile à gérer. Mais ce matin, mon fils a lâché prise. L'effet du Baïkal. S'il n'a pas encore vu le lac, on sent sa masse tranquille. Je le laisse parler, j'ai appris cela d'Ilia. Toujours laisser parler l'autre. L'écouter, que sa parole puisse émerger, se déployer et trouver l'harmonie nécessaire pour toucher à l'essentiel, aux mots qui pèsent leur poids de vie. Ne pas couper le fil, sinon la parole rentrera dans sa coquille comme un escargot effarouché. Sacha n'aime pas Poutine, mais il ne le dit à personne sauf à sa maman, en précisant qu'il ne faut pas le répéter. Je sais que mon Sacha doit naviguer entre les icebergs. Je dois te dire quelque chose. Tu vas venir chez nous, c'est ça? Il sourit avec un clin d'œil complice, comme s'il lançait son appât sous la glace. Je ne t'ai rien dit avant, pour ne pas vous inquiéter, mais l'ours? Quoi, l'ours? Tu as dit qu'il ne t'avait rien fait. C'est vrai, il ne m'a pas touché. Sauf que, est-ce le choc? J'ai retrouvé la mémoire. Sacha recule sa chaise comme s'il avait besoin d'espace. Quelle mémoire? Ma mémoire. Je prends la théière sous le poêle et remplis nos tasses. Laissez au silence le temps de s'installer comme avant le début d'un spectacle. Ce creux où tout est possible, où rien de définitif n'a encore été dit. Tu sais que ton père et moi nous sommes rencontrés à Ravensbrück quand l'armée rouge a libéré le camp, et tu sais que j'ai perdu la mémoire après ma chute à l'hôpital. Tu me l'as dit il y a longtemps quand je t'ai posé des questions sur mes grands-parents français de Rogaya Mama. Oui, j'étais Ozanne, juive française dont la famille avait disparu dans les camps, et je suis devenue Ozanne Sorokin, épouse d'Ilia et mère de Sacha, russe, sibérienne, heureuse et en paix avec sa vie. Sacha tourne sa cuillère dans sa tasse méthodiquement, sans me quitter du regard. Ses yeux bleus dégagent une telle lumière, difficile d'échapper à leur charme. Lui seul semble ignorer leur pouvoir. S'il avait l'esprit retors comme tant de hauts placés, j'imagine les ravages. Des yeux bleus comme ceux de Foka, il n'y a jamais de coïncidence. Depuis l'ours, tout a changé, des images ont commencé à flotter dans ma tête la nuit, comme des rêves, puis le jour. Tu veux dire que tu te souviens d'avant ta chute, du camp? Oui, et d'avant encore, de mon enfance, de ma jeunesse, de tout. Merci. Vous vous rendez compte par l'écriture de Claude et par toute cette imbrication des lieux, des personnages, des identités, vous faites une idée de la valeur de ce roman que je vous invite à lire, bien entendu. Je profite de la dernière minute pour vous signaler l'apparition du dernier recueil de Claude, le recueil poétique qui s'appelle « En apnée sous ma banquise ». Et donc, on retrouve encore l'image de la banquise. La banquise, oui, le blanc de la banquise. Très beau recueil qui vient de paraître.
à la nouvelle appellation de l'Arbre à Parole, Abra Palabra. Oui, il est paru il y a même pas un mois, Oui, le 22 mars. voilà. Un projet, s'étendre peut-être. Oui, le prochain, le sixième, va Le sortir 6e sort en septembre. Oui, oui. toujours chez Néo. Oui, oui, et il sera très différent. Voilà. Je te remercie, Claude, pour nous avoir fait découvrir Merci. Ozanne. Merci à toi.